Ma famille a manqué mon mariage, qualifiant cela d'événement trivial ou pour quelqu'un qui se trouve tout en bas, et m'a dit de ne pas les déranger. Ensuite, maman a posté des vidéos de vacances à Hawaï avec la famille de mon frère. Un mois plus tard, ils ont appelé pour dire que les paiements du prêt n'avaient pas été effectués. Alors je leur ai dit, ne me contactez pas pour des affaires triviales. Je m'appelle Autumn, j'ai 29 ans, et le jour de mon mariage aurait dû être parfait. Malgré mes origines modestes, j'avais bâti une carrière d'infirmière réussie, et j'avais trouvé le véritable amour avec Ethan. Mais alors que je marchais vers l'hôtel, la rangée de sièges réservés à mes parents est restée vide. Ils avaient choisi des vacances à Hawaï avec la famille de mon frère à la place. C'est juste un événement trivial pour quelqu'un au bas de l'échelle. Mon père avait dit cela, ce qui m'avait blessé plus que tout, jusqu'à ce qu'un mois après mon mariage, ils appellent au sujet des paiements de prêts qu'ils avaient manqués. L'argent que je leur avais prêté il y a des années comptait soudainement. Maintenant, avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà eu l'impression de devoir vous battre pour être reconnu au sein de votre propre famille. En grandissant dans un quartier de classe moyenne à Grand Rapids, dans le Michigan, j'ai toujours senti qu'il y avait une hiérarchie tacite dans notre famille. Mes parents, Diana et Richard Parker, n'ont jamais essayé de cacher leur préférence pour mon frère aîné, Thomas. C'était leur enfant chéri, dès l'instant où il a annoncé son intention de suivre les traces de notre père, et de poursuivre un diplôme en commerce. Thomas excellait sur le plan académique, a obtenu son diplôme d'une université prestigieuse, et a décroché un emploi dans une grande entreprise classée au Fortune 500, immédiatement après. À 30 ans, il avait épousé Grace, une femme que mes parents adoraient pour ses relations sociales et ses antécédents familiaux. En moins de 3 ans, ils ont eu 2 enfants parfaits, Emma et Liam, complétant ce que mes parents considéraient comme le tableau familial idéal. Moi, d'un autre côté, j'ai découvert ma passion pour les soins de santé après avoir fait du bénévolat dans un hôpital local pendant le lycée. La connexion que je ressentais avec les patients, et la différence tangible que je pouvais faire dans leur vie, m'ont donné un but. Quand j'ai annoncé ma décision de poursuivre des études d'infirmière plutôt que de commerce, la déception de mon père était palpable. Infirmière, avait-il raillé. Tout ce potentiel gâché a changé des bassins. Tu pourrais diriger des entreprises, Autumn. Ma mère était plus subtile, mais tout aussi dédaigneuse. C'est un travail respectable, je suppose, avait-elle dit avec un soupir. Mais tu t'es toujours contenté de moins que ce que tu pourrais accomplir. Le contraste dans la façon dont ils nous traitaient devenait douloureusement évident lors des événements marquants. Pour le 20e anniversaire de Thomas, ils l'ont surpris avec une voiture toute neuve. Pour le mien, j'ai reçu une carte cadeau pour un grand magasin. Quand Thomas a obtenu sa promotion, ils ont organisé un dîner élaboré et invité tous leurs amis. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'école d'infirmière avec les honneurs, ils ont assisté à la cérémonie, mais sont partis immédiatement après, prétextant un barbecue de quartier qu'ils ne pouvaient pas manquer. Quand Thomas a acheté sa maison, nos parents ont contribué avec un acompte généreux pour lui offrir un bon départ dans la vie. Quand Ethan et moi avons commencé à regarder des maisons modestes, ma mère a suggéré que nous vivions selon nos moyens et que nous commencions plutôt par un appartement. Malgré cela, j'ai maintenu une relation avec mes parents, espérant toujours qu'ils finiraient par voir ma valeur. Je leur rendais visite tous les mois pour des dîners de famille, j'envoyais des cadeaux attentionnés pour les fêtes, et j'appelais régulièrement pour prendre des nouvelles. Je croyais que la famille restait la famille, quelles que soient nos différences. Il y a 3 ans, cette croyance a été mise à l'épreuve lorsque mes parents m'ont appelé, paniqué. Ils avaient pris de mauvaises décisions d'investissement, et avaient 3 mois de retard sur leurs paiements hypothécaires. La banque menaçait de saisir la maison s'ils ne trouvaient pas $25 000 immédiatement. Nous avons déjà demandé à Thomas, a expliqué mon père. Mais avec les frais de scolarité de l'école privée des enfants et les dépenses de leur nouvelle maison de vacances, il ne peut tout simplement pas aider pour le moment. J'avais économisé diligemment pendant des années, construisant un modeste pécule qu'Ethan et moi espérions voir devenir notre acompte pour une maison. Après en avoir discuté avec lui, nous avons décidé que je prêterais à mes parents l'argent dont ils avaient besoin. Nous te rembourserons, a promis ma mère alors que je transférais les fonds. 6 cents chaque mois jusqu'à ce que ce soit remboursé. J'ai insisté pour mettre l'accord par écrit, non pas parce que je ne leur faisais pas confiance, mais parce que le montant était important. Mon père a semblé offensé par la suggestion, mais ma mère l'a convaincu que c'était raisonnable.
Nous avons signé un contrat simple décrivant les termes, et j'ai gardé une copie dans mes dossiers. Pendant près de 3 ans, ils ont effectué les paiements comme une horloge. Chaque mois, $600 apparaissaient sur mon compte, généralement le 5 ou le 6. J'étais fier de pouvoir les aider quand ils en avaient besoin, et cela semblait nous rapprocher. Mon père m'appelait même occasionnellement juste pour discuter, ce qu'il avait rarement fait auparavant. Alors qu'Ethan et moi commencions notre relation, mes parents étaient poliment intéressés, mais pas trop enthousiastes. Ethan était un enseignant de maternelle avec un esprit doux et une patience infinie, des qualités que j'adorais, mais que mes parents trouvaient peu impressionnantes. Un enseignant, avait demandé ma mère quand je l'ai mentionné. Eh bien, je suppose que quelqu'un doit le faire. Ethan et moi nous étions rencontrés lors d'un programme de lecture bénévole dans un hôpital pour enfants. Son dévouement envers ses élèves, et sa façon naturelle d'être avec les enfants, m'ont captivé dès le début. En 1 an, nous étions inséparables, et je savais qu'il était celui avec qui je voulais passer ma vie. Ton frère s'est marié dans la famille Wilson, me rappelait fréquemment ma mère. Le père de Grace joue au golf avec le gouverneur. Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'était à quel point la relation de Thomas et Grace ressemblait plus à un arrangement commercial qu'à un mariage d'amour. Ils présentaient une image parfaite sur les réseaux sociaux et lors des réunions de famille. Mais les rares fois où je les avais vus seuls, ils se parlaient à peine. Ethan et moi, en revanche, pouvions parler pendant des heures de tout et de rien. Il soutenait mes ambitions professionnelles de tout cœur, et je l'encourageais alors qu'il développait des méthodes d'enseignement innovantes pour ses jeunes élèves. Nous n'étions pas riches, mais nous construisions une vie riche en sang et en respect mutuel. Alors que notre relation devenait sérieuse, j'espérais que mes parents reconnaîtraient la valeur de la vie que je créais. J'espérais qu'ils verraient que le succès pouvait se mesurer autrement qu'en termes financiers ou de statut social. J'allais bientôt apprendre à quel point ces espoirs étaient mal placés. Ethan m'a demandé en mariage un mardi après-midi, dans le service de pédiatrie où je travaillais. Il s'était coordonné avec mes collègues et les enfants dont je m'occupais, chacun d'eux tenant des pancartes dessinées à la main qui ont fini par former la phrase « Veux-tu m'épouser ?» alors que je faisais ma tournée. Au moment où j'ai atteint ma dernière chambre de patient, Ethan m'attendait à genoux, entouré d'enfants souriants et de collègues aux yeux larmoyants. Ce n'était ni grandiose ni coûteux, mais c'était parfaitement nous, attentionnés, sincères, et centrés sur le travail que nous aimions tous les deux. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, espérant qu'ils seraient heureux pour moi. Il a fait sa demande à l'hôpital, a demandé ma mère, la désapprobation évidente dans sa voix. Thomas a fait sa demande à Grace au Ritz-Carlton de Chicago, tu sais, lors d'un dîner privé avec un quatuor à cordes. Pourtant, j'ai essayé d'impliquer ma mère dans les préparatifs du mariage. Je l'ai invitée à venir choisir ma robe, mais elle a prétendu avoir un rendez-vous fixe avec son club de bridge qui ne pouvait pas être reprogrammé. Ma future belle-mère, Margaret, est venue et a pleuré quand j'ai trouvé ma robe, une robe trapèze simple mais élégante, qui semblait faite pour moi. « As-tu envisagé quelque chose de plus élaboré ?» a demandé ma mère quand je lui ai montré des photos. La robe de Grace était une création originale d'un designer. Ton frère a dépensé une fortune pour s'assurer qu'elle est ce qu'il y a de mieux. Chaque conversation sur le mariage semblait revenir à la célébration extravagante de Thomas et Grace, 5 ans plus tôt. Leur mariage avait coûté plus que ce qu'Ethan et moi gagnions en 1 an réunis, avec plus de 300 invités, un gâteau à 7 étages, et une réception dans l'un des lieux les plus exclusifs de Détroit. Ethan et moi prévoyions quelque chose de beaucoup plus petit, 70 invités dans un charmant jardin botanique local, avec une réception assurée par un restaurant familial que nous aimions. Notre budget était modeste, mais suffisant pour la célébration intime que nous envisagions. Mon père est resté largement absent du processus de planification, mais offrait occasionnellement des commentaires inutiles. Tout ce tapage pour une seule journée, a-t-il remarqué une fois, surtout pour quelqu'un dans ta position. Ce n'est pas comme si tu fusionnais des entreprises familiales ou créais des liens avantageux. J'ai essayé d'ignorer ces commentaires, me concentrant plutôt sur la joie de planifier une vie avec Ethan. Nous avons envoyé les cartes réservées la date 6 mois avant le mariage, nous assurant que nos familles soient prévenues bien à l'avance. Mes parents ont reçu la leur, comme confirmé par le texto de ma mère, bien reçu ta carte. On va vérifier notre emploi du temps. Au fil des semaines et de l'envoi des invitations officielles, la réponse de mes parents est restée vague. Il faudra voir, disait ma mère quand je demandais directement. Ton père a tellement d'engagement ces temps-ci. 3 mois avant le mariage, lors d'un appel dominical de routine,
ma mère a mentionné avec désinvolture qu'il finalisait les plans pour un voyage en famille à Hawaï. Quand partez-vous, ai-je demandé, une boule se formant dans mon estomac. Le 10 juin, a-t-elle répondu. Mais c'est mon week-end de mariage, ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Mon mariage est prévu pour le 12 juin. Ah bon? Oh là là, j'ai dû confondre les dates. Eh bien, il est trop tard pour changer maintenant. Thomas a déjà posé ses congés et les enfants sont si excités. Tu comprends, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas. Pas du tout. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé mon père directement, espérant qu'il y avait eu une erreur. Papa, maman dit que vous avez prévu un voyage en famille pendant mon week-end de mariage. Il doit y avoir un malentendu. Sa réponse fut froide et calculée. Il n'y a pas de malentendu, Tom. Nous avons beaucoup investi dans ce voyage. Thomas a des contacts d'affaires importants à Hawaï, et cela pourrait être une opportunité significative pour lui. Plus significative que le mariage de ta fille, ai-je demandé, la voix brisée. Ce qu'il a dit ensuite allait repasser en boucle dans mon esprit pendant des mois. C'est juste un événement trivial pour quelqu'un au bas de l'échelle. Ne nous dérange pas avec ça. Le téléphone a failli glisser de ma main. Le bas de l'échelle, ai-je répété. Le bas de quoi? Tu sais ce que je veux dire, a-t-il répondu avec dédain. Toi et Ethan, vos positions. Ce n'est pas comme si c'était une occasion sociale ou commerciale significative. C'est juste un petit mariage pour une infirmière et un enseignant de maternelle. J'ai raccroché sans un autre mot, les larmes coulant sur mon visage. Quand Ethan est rentré et m'a trouvé recroquevillé sur notre canapé, je pouvais à peine parler à travers mes sanglots en lui racontant ce qui s'était passé. Ta valeur n'est pas déterminée par ton titre de poste ou tes revenus, a-t-il dit férocement, en me serrant contre lui. Et notre mariage est important parce que notre amour est important. S'ils ne peuvent pas voir ça, c'est leur immense perte. Ces mots aidaient, mais la douleur du rejet de mon père était profonde. Toute ma vie, j'avais essayé de gagner leur approbation, leur respect, leur amour. Maintenant, je devais faire face à la possibilité que rien de ce que je ferais ne serait jamais assez. Je n'étais pas juste moins estimé que Thomas. J'étais au bas de l'échelle. Cette nuit-là, Ethan et moi avons pris une décision difficile. Nous procéderions à notre mariage comme prévu, avec ou sans mes parents. Nous célébrerions notre amour entouré de gens qui se souciaient vraiment de nous. Pas de nos emplois, pas de notre statut, mais de nous. Les semaines précédant le mariage ont été des montagnes russes émotionnelles. Chaque matin, je me réveillais avec un espoir renouvelé que mes parents reconsidéreraient leur décision, qu'ils réaliseraient l'ampleur de manquer le mariage de leur fille et changeraient leurs plans. Chaque soir, je me couchais avec cet espoir un peu plus diminué. Je me suis jeté dans les derniers préparatifs, reconnaissante pour la distraction des détails de dernière minute. Mes futurs beaux-parents, Margaret et Robert, se sont impliqués d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Ils ont aidé pour tout, de la confirmation des fournisseurs à l'assemblage des sacs de bienvenue pour les invités venant de l'extérieur. Nous gagnons une fille, pas juste une belle fille, m'a dit Margaret un soir alors que nous écrivions les marque-places, et nous ne pourrions pas en être plus heureux. Sa gentillesse me faisait pleurer, ce qui arrivait fréquemment ces jours-là. Le contraste entre son acceptation sans réserve et le rejet de mes propres parents était frappant et douloureux. Ma meilleure amie, Riley, est devenue ma protectrice la plus féroce. Elle me connaissait depuis l'université et avait été témoin de mes luttes incessantes avec le favoritisme de mes parents. « Ils ne te méritent pas », a-t-elle déclaré quand je lui ai montré le texto de ma mère confirmant qu'ils allaient effectivement à Hawaï. « Ils ne t'ont jamais mérité. » 2 jours avant le mariage, un grand bouquet est arrivé à notre appartement. Pendant un moment à couper le souffle, j'ai pensé que c'était peut-être de mes parents, une offre de paix ou des excuses. Au lieu de cela, la carte disait « À notre merveilleuse automne, nous sommes si fiers de t'accueillir officiellement dans notre famille. Avec tout notre amour, Margaret et Robert. » Le matin de mon jour de mariage, je me suis réveillé tôt. Le soleil de juin entrait par la fenêtre de notre chambre alors qu'Ethan m'embrassait pour me dire au revoir avant de se rendre chez ses parents, où il se préparerait avec ses garçons d'honneur. « La prochaine fois que je te verrai, tu marcheras vers l'hôtel, » a-t-il chuchoté. Riley est arrivé avec le petit déjeuner et du champagne, déterminé à rendre cette journée spéciale malgré les espaces vides dans mon cœur. « Mes demoiselles d'honneur,
des collègues de l'hôpital et des amis de l'école d'infirmières ont créé une bulle d'amour et de soutien autour de moi pendant que nous nous coiffions et nous maquillions. J'ai apporté quelque chose, a dit ma collègue Jennifer, sortant une petite boîte bleue de son sac. Je sais que tu avais mentionné ne pas avoir de quelque chose d'emprunté. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent. C'était à ma grand-mère, a expliqué Jennifer. Elle était infirmière aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle disait toujours que les soins infirmiers n'étaient pas juste une profession. C'était une vocation. Seules les personnes les plus fortes et les plus compatissantes y répondaient. Elle t'aurait adoré. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai attaché le bracelet autour de mon poignet, puisant de la force dans la connexion avec une autre infirmière qui avait compris la valeur du travail que je faisais, même si mes propres parents ne le comprenaient pas. Au jardin botanique, tout était magnifique. Des fleurs sauvages au ton doux de bleu et de violet bordaient l'allée. Un quatuor à cordes jouait doucement pendant que les invités s'installaient. Robert, le père d'Ethan, m'a trouvé juste avant que la cérémonie ne commence. « Automne » a-t-il dit doucement. « Je serais honoré de vous accompagner jusqu'à l'hôtel, si vous le souhaitez. Ou vous pouvez marcher seul. Ce qui vous semblera juste. » Je n'avais prévu aucune des deux options, m'accrochant encore au fantasme que mon père apparaîtrait à la dernière minute. En regardant dans les yeux bienveillants de Robert, j'ai pris ma décision. Je pense que j'ai besoin de faire ça toute seule, lui ai-je dit. Mais est-ce que Margaret et vous voudriez bien vous asseoir au premier rang, sur les sièges qui auraient été pour mes parents? Nous en serions honorés, a-t-il dit, les yeux embués. Alors que la musique changeait et que les invités se levaient, j'ai commencé ma marche solitaire vers l'hôtel. J'avais craint que ce moment ne semble incomplet sans mon père à mes côtés, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment surprenant de puissance. Chaque pas était un choix, une déclaration que je suffisais, exactement tel que j'étais. Quand j'ai atteint Ethan et vu l'amour et la fierté briller dans ses yeux, j'ai su avec une certitude absolue que j'étais exactement là où je devais être. La cérémonie était tout ce que nous avions espéré, intime, pleine de sens, et centrée sur notre engagement l'un envers l'autre. Nous avons écrit nos propres vœux, promettant de construire un foyer où l'amour et la gentillesse seraient les fondations. En échangeant les alliances, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Nous créons notre propre famille maintenant, une famille basée sur le respect mutuel et l'attention sincère. Pendant la réception, j'ai dansé avec Robert pour la danse père-fille. « Merci d'être là », ai-je chuchoté. « Merci d'être la fille que nous avons toujours voulu », a-t-il répondu. Mon collègue Carlos avait proposé d'être notre photographe, et son partenaire Marcus s'est porté volontaire pour créer une vidéo de mariage. Tout au long de la soirée, ils ont capturé la joie, les rires et l'amour qui remplissaient le jardin. Alors que nous coupions notre gâteau et partagions notre danse, je me suis retrouvée vraiment présente dans l'instant, entourée de gens qui avaient choisi d'être là pour nous. Ce n'est que le lendemain matin, alors qu'Ethan et moi nous préparions à partir pour notre lune de miel dans le Maine, que j'ai commis l'erreur de vérifier mon téléphone. Là, sur la page Instagram de ma mère, se trouvait une série de vidéos de leur voyage à Hawaï. Vacances en famille parfaite, disait la légende sous une scène de plage au coucher du soleil montrant mes parents, Thomas, Grace et leurs enfants construisant un château de sable. Les commentaires étaient pires. Rien de mieux que d'avoir toute la famille réunie, avait répondu ma mère aux commentaires d'une amie. Les mots piquaient comme du sel sur une plaie ouverte. Non seulement ils avaient choisi de manquer mon mariage, mais ils prétendaient publiquement que je ne faisais même pas partie de la famille. Ethan m'a doucement pris le téléphone des mains. « Éteignons-les pour la lune de miel », a-t-il suggéré. « Ils ne méritent pas de place dans notre bonheur en ce moment. » Il avait raison. J'ai désactivé toutes les notifications des comptes de réseaux sociaux de ma famille, et je me suis concentré sur le début de notre vie de mariés ensemble. La douleur n'a pas disparu, mais j'ai refusé de la laisser éclipser le bel engagement que nous avions pris l'un envers l'autre. Notre lune de miel sur la côte du Maine est devenue un sanctuaire. Nous avons séjourné dans une petite chambre d'hôte surplombant l'Atlantique, où les matinées étaient passées à regarder le lever du soleil sur l'eau, et les soirées remplies de conversations tranquilles sur notre avenir. Loin du bruit de la vie quotidienne et de la douleur du rejet familial, j'ai commencé à guérir. Et si c'était une bénédiction déguisée, a demandé Ethan un soir alors que nous marchions le long du rivage. Tes parents t'ont montré exactement qui ils sont. Plus d'illusions. Plus d'espoir qu'ils changeront soudainement. Ces mots ont résonné en moi. Pendant des années,
j'avais couru après une approbation qui ne viendrait jamais. J'avais mesuré ma valeur à travers leurs yeux, me trouvant toujours insuffisante. Peut-être que maintenant, je pourrais enfin arrêter de courir cette course impossible. De retour chez nous, dans notre appartement qui était maintenant officiellement notre foyer partagé, nous avons commencé à construire notre vie de mariés ensemble. Nous avons établi de nouvelles routines et traditions, de petits rituels significatifs qui étaient uniquement les nôtres, crêpes le dimanche matin, jeux de société le mercredi soir, excursion mensuelle d'une journée pour explorer les villes voisines. J'ai pris la décision consciente de limiter les contacts avec mes parents. Je n'ai pas bloqué leur numéro ni coupé complètement les ponts. Mais j'ai arrêté d'initier la communication. Plus d'appels hebdomadaires. Plus de recherches de leur avis sur les décisions. Plus de tentatives désespérées de partager ma vie avec eux. Sur la suggestion de Riley, j'ai commencé à voir une thérapeute, le Dr Bennett, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Nos séances m'ont aidé à traiter non seulement le rejet du mariage, mais toute une vie de messages subtils et moins subtils qui avaient endommagé mon estime de soi. Ce que vos parents ont fait, c'est de l'abandon émotionnel, a expliqué le Dr Bennett lors d'une première séance. Et d'après ce que vous avez partagé, cela fait partie d'un schéma qui existe depuis toujours. En travaillant avec elle, j'ai commencé à reconnaître à quel point le favoritisme de mes parents m'avait affecté profondément. J'avais intériorisé l'idée que j'étais en quelque sorte moins précieuse, moins digne d'amour et d'attention que mon frère. Cette croyance avait tout influencé, de mes relations personnelles à mes choix de carrière. Vous avez passé votre vie à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement, a dit le Dr Bennett. Ce n'est pas votre échec. C'est le leur. La famille d'Ethan est devenue une source inattendue de guérison. Margaret appelait régulièrement, non pas pour fouiner ou juger, mais simplement pour prendre des nouvelles. Robert envoyait des blagues de papa par texto qui ne manquaient jamais de me faire sourire. Il nous incluait dans les réunions de famille, non pas par obligation, mais parce qu'il voulait vraiment que nous soyons là. Mes collègues de l'hôpital, dont beaucoup avaient assisté à notre mariage, ont formé un autre système de soutien crucial. La directrice des soins infirmiers, Barbara, m'a prise à part environ un mois après mon retour de lune de miel. J'observe votre travail depuis des années, m'a-t-elle dit. Vos compétences cliniques sont exceptionnelles, mais c'est votre compassion qui vous distingue vraiment. Nous créons un nouveau programme de défense des patients, et j'aimerais que vous aidiez à le développer. Ce vote de confiance professionnelle est arrivé exactement au bon moment. Le programme nécessiterait une formation et des responsabilités supplémentaires, mais offrait aussi une voie d'avancement que je n'avais pas envisagée auparavant. Je me suis jeté dans le travail, trouvant un but et une validation, et utilisant mon expérience d'infirmière pour améliorer les systèmes de soins aux patients. Par l'intermédiaire de ma cousine Mélissa, la seule parente de mon côté à avoir assisté à notre mariage, j'entendais occasionnellement des nouvelles de ma famille. L'entreprise de Thomas faisait apparemment face à certains défis, bien que les détails soient vagues. Mes parents avaient annulé leur voyage d'hiver annuel en Floride, invoquant des soucis budgétaires. Aucune de ces informations ne venait directement d'eux. 6 semaines après notre mariage, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Le paiement mensuel du prêt de mes parents n'apparaissait pas sur mon compte. Compte tenu de tout ce qui s'était passé, j'ai initialement décidé de l'ignorer. Peut-être était-ce un oubli, ou peut-être était-ce leur petite façon de me punir de m'être marié sans eux. Quand la date de paiement est passée sans aucun dépôt, j'ai envoyé un bref email professionnel, j'ai remarqué que les paiements du prêt de juin et juillet n'ont pas été effectués. Veuillez m'informer de la date à laquelle je peux les attendre. Je n'ai reçu aucune réponse, ni à cet email, ni à un rappel similaire que j'ai envoyé une semaine plus tard. Pendant ce temps, les réseaux sociaux de ma mère restaient actifs avec des publications sur des dîners de famille et des sorties le week-end, mettant toujours en vedette Thomas, Grace et leurs enfants. Jamais aucune reconnaissance de mon existence ou des paiements manquants. Le Dr Bennett m'a aidé à traiter ces rejets continus sans les laisser rouvrir des blessures en guérison. Leur comportement dit tout sur eux, et rien sur vous, me rappelait-elle. C'est à vous de décider quel rôle ils joueront dans votre vie à l'avenir. Ethan et moi nous sommes concentrés sur la construction de notre avenir. Nous avons commencé à chercher une maison modeste où nous pourrions éventuellement fonder notre propre famille. Nous avons discuté d'adoption et d'accueil, nous sentant tous deux attirés par l'idée d'offrir un foyer aimant aux enfants qui en avaient besoin. Nous savons ce que ça fait de ne pas être désiré, lui ai-je dit un soir.
Peut-être que cette compréhension fait de nous exactement les bons parents pour des enfants qui ont vécu la même chose. Les yeux d'Ethan s'étaient remplis de larmes. Tu vas être une mère incroyable, a-t-il dit. Le genre qui s'assure que ses enfants ne doutent jamais qu'ils sont aimés. Alors que l'été se transformait en automne, je me suis installé dans une nouvelle normalité. La vie sans la présence constante de mes parents n'était pas seulement gérable, mais à bien des égards plus paisible. Je ne me préparais plus aux critiques à chaque appel téléphonique, ni ne mesurais mes réalisations par rapport à celles de mon frère. J'apprenais à me voir à travers mes propres yeux, et à travers les yeux des gens qui me valorisaient vraiment. Puis, exactement un mois après notre mariage, mon père a appelé. La vue du nom de mon père sur l'écran de mon téléphone, après des semaines de silence, a fait battre mon cœur à tout rompre. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô, ai-je dit prudemment. Oh Tom. La voix de mon père était brusque, purement professionnelle. Je t'appelle au sujet des dépôts. J'étais momentanément confuse. Des dépôts? Oui, a-t-il dit avec impatience. Nous n'avons reçu aucun dépôt de ta part au cours des 2 derniers mois. J'ai vérifié auprès de la banque et il n'y a eu aucune activité. Y a-t-il un problème que nous devrions connaître? La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Il n'appelait pas au sujet des paiements de prêts qu'ils avaient manqués. Il appelait parce qu'il s'attendait d'une manière ou d'une autre à ce que je leur envoie de l'argent. Papa, ai-je dit lentement. Je pense qu'il y a un malentendu. Toi et maman me devaient de l'argent, pas l'inverse. Je vous ai prêté 25 000 $ il y a 3 ans, et vous avez fait des paiements mensuels de 6 cents $ jusqu'à récemment. La ligne est restée silencieuse un moment. Puis, c'était un cadeau, oh Tom. Nous sommes tes parents. La famille est de la famille sans compter les points. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Ce n'était pas un cadeau. Nous avons signé un accord de prêt. Je l'ai pas réécrit. Une technicité qui l'a balayé. Écoute, nous avons besoin que tu commences à contribuer au fonds familial. Thomas traverse une mauvaise passe avec son entreprise, et nous l'aidons à se maintenir à flot. En tant que sœur, tu devrais faire ta part. L'audace était stupéfiante. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Vous avez manqué mon mariage pour des vacances avec Thomas. Vous avez appelé cela un événement trivial pour quelqu'un au bas de l'échelle. Vous ne m'avez pas parlé depuis plus d'1 mois. Vous avez cessé de rembourser l'argent que vous me devez légalement. Et maintenant, vous appelez pour exiger que je vous donne plus d'argent pour aider mon frère? Ne sois pas dramatique, a dit mon père froidement. Il s'agit de responsabilité familiale. Thomas a des enfants à charge. Et j'ai une vie à construire, ai-je riposté. Une vie dont vous avez clairement fait savoir que vous ne la valorisez ni ne la respectez. Ce n'est pas une question de respect, a-t-il insisté. Il s'agit de questions pratiques. Thomas a besoin. Je me fiche de ce dont Thomas a besoin, ai-je interrompu, me surprenant moi-même par ma fermeté. Je me soucie des 25 000 $ que vous m'avez empruntés et promis de rembourser. Je me soucie d'être traité comme un membre de cette famille, au lieu d'un distributeur automatique dont vous pouvez retirer de l'argent chaque fois que Thomas a un problème. Le ton de mon père s'est durci. Je suis déçu de toi, oh Tom. Cette attitude égoïste n'est pas la façon dont nous t'avons élevé. Non, ai-je convenu. Vous m'avez élevé pour croire que j'étais moins importante que mon frère, moins précieuse, au bas de l'échelle. Mais je n'accepte plus ça. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, mes mains tremblant. En quelques minutes, mon téléphone a recommencé à sonner. Ma mère, cette fois. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Comment oses-tu parler à ton père de cette façon, a-t-elle commencé sans préambule. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi exactement, maman, ai-je demandé doucement. Nous t'avons élevé, éduqué, soutenu dans tes décisions même lorsque nous n'étions pas d'accord avec elle, a-t-elle dit, sa voix montant. Et maintenant, quand ta famille a besoin de toi, tu nous tournes le dos. Comme vous m'avez tourné le dos en manquant mon mariage. C'était différent, a-t-elle insisté. Nous avions des engagements antérieurs pour des vacances. Qui aurait pu être programmé n'importe quelle autre semaine de l'année, ai-je souligné. Elle a soupiré dramatiquement. Oh Tom, tu dois voir la situation dans son ensemble. Thomas fait face à de graves difficultés financières.
Son entreprise réduit ses effectifs et il pourrait perdre son poste. Ils ont déjà dû retirer Emma de son école privée et annuler leur adhésion au country club. Il souffre. La définition de la souffrance dans ma famille avait toujours été révélatrice. Donc Thomas pourrait devoir vivre comme une personne normale au lieu du privilégié qu'il a toujours été. Et c'est une crise nécessitant mon soutien financier. La famille soutient la famille, a-t-elle répété les mots de mon père plus tôt. Sauf quand ce membre de la famille, c'est moi, apparemment. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous vous avons toujours traité, toi et Thomas, sur un pied d'égalité. Le mensonge flagrant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maman, je dois y aller. S'il te plaît, dis à papa que je m'attends à ce que les paiements du prêt reprennent immédiatement, conformément à notre accord écrit. Si je ne reçois pas les montants en retard dans les 2 semaines, je devrais envisager d'autres options. Est-ce que tu nous menaces, a-t-elle demandé, incrédule. J'établis des limites, ai-je corrigé. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Après avoir mis fin à l'appel, je suis allé directement à notre bureau à domicile et j'ai trouvé l'accord de prêt dans mes dossiers. C'était clair et sans ambiguïté, signé par mes 2 parents et daté. Il n'y avait aucune mention nulle part que l'argent était un cadeau. J'ai scanné le document et l'ai envoyé par email à mes 2 parents avec une note brève, conformément à notre discussion, voici l'accord de prêt que nous avons tous signé. Veuillez mettre le compte à jour dans les 14 jours. En quelques heures, ma boîte de réception a été inondée. Mon père a envoyé un message sec prétendant que l'accord n'était pas juridiquement contraignant. Ma mère a envoyé un appel émotionnel plus long sur la loyauté familiale et les temps difficiles. Le plus surprenant, c'est que j'ai reçu un texto de mon frère Thomas, la première communication directe de sa part depuis des mois. J'ai entendu dire que tu menais la vie dure à maman et papa pour de l'argent. Pas cool, Serette. Nous luttons tous en ce moment. J'ai rédigé et supprimé plusieurs réponses avant de me décider, c'est entre moi et nos parents concernant un prêt que je leur ai fait il y a 3 ans. Cela n'a rien à voir avec toi. Sa réponse est arrivée rapidement. Tout dans cette famille a à voir avec nous tous. Maman et papa utilisent leurs économies de retraite pour m'aider en ce moment. Si tu les forces à te payer, tu enlèves de la nourriture de la bouche de mes enfants. La manipulation était si transparente qu'elle aurait été risible si elle n'avait pas été si exaspérante. Thomas et Grace vivaient dans une maison valant plus d'1 million de dollars. Même avec les dépenses de l'école privée et du country club supprimées, ils ne risquaient guère de mourir de faim. Avant que je puisse répondre, j'ai reçu un autre appel de ma mère. Cette fois, son approche était passée de la culpabilité au marchandage. Nous avons réfléchi, a-t-elle commencé, sa voix mielleuse. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Et si nous réduisions temporairement les paiements mensuels, juste jusqu'à ce que Thomas se remette sur pied? Les termes du prêt sont déjà établis, ai-je répondu. Je ne suis pas ouverte à leur renégociation. Mais tu peux sûrement voir qu'aider ton frère est une priorité en ce moment. Ma priorité est ma propre sécurité financière, et l'avenir que je construis avec Ethan, lui ai-je dit. Tout comme votre priorité est clairement Thomas et sa famille. Nous avons tous les 2 fait nos choix. Après une pause, son ton a changé à nouveau. Ton père pense que nous devrions vérifier si tu nous as contraints à signer cet accord. Nous étions sous la contrainte, face à la saisie. Un bon avocat pourrait trouver le contrat invalide. La menace était si inattendue que j'ai éclaté de rire. Est-ce que tu menaces sérieusement de prétendre que je t'ai forcé d'une manière ou d'une autre à accepter 25 000 $ de ma part? Je t'en prie, vas-y et présente cet argument au tribunal. J'adorerais entendre comment ça se passe. Tu as changé, Automne, a dit ma mère d'un ton accusateur. Tu étais si douce et arrangeante avant. J'ai grandi, les jeux corrigés. Et j'ai arrêté d'accepter des miettes d'attention tout en vous regardant donner à Thomas le repas entier. La conversation s'est terminée par la suggestion de ma mère qu'Ethan était derrière ma nouvelle attitude. Une autre déflexion pour éviter de prendre ses responsabilités. En raccrochant, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas dévasté par la désapprobation de mes parents. J'étais en colère, oui, mais aussi lucide et résolu. Ce soir-là, j'ai tout partagé avec Ethan. Son soutien était inébranlable. Tu sais ce qui est le plus fou, lui ai-je dit. Ils croient sincèrement que je leur dois cet argent.
Que mon rôle dans la famille est de fournir un soutien financier tout en acceptant la négligence émotionnelle en retour, parce que cet arrangement fonctionne pour eux. Ethan a souligné, ils sont seulement contrariés parce que tu perturbes un système qui leur a profité pendant des années. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Grace, la femme de mon frère. Tu nous mets dans une position impossible avec cette histoire de prêt. La réputation de la famille pourrait souffrir si cela devient public. Pense à ta nièce et à ton neveu. La mention d'Emma et Liam, des enfants que je connaissais à peine parce que Thomas et Grace m'incluaient rarement dans leur vie, était la tactique de manipulation finale. Je ne l'ai pas honoré d'une réponse. Au lieu de cela, j'ai appelé un avocat. Il était temps d'arrêter d'espérer que ma famille ferait la bonne chose, et de commencer à s'assurer qu'il n'ait pas le choix. Le bureau de l'avocate se trouvait dans une maison victorienne reconvertie du centre-ville. Son intérieur était un mélange de charme historique et d'efficacité moderne. Meredith Walsh, l'avocate que Riley avait recommandée, a examiné mes documents de prêt avec une attention minutieuse. C'est en fait assez simple, a-t-elle dit en levant les yeux des papiers. L'accord est clairement formulé, correctement signé, et comprend des conditions de remboursement spécifiques. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agit d'un prêt plutôt que d'un cadeau. Mes parents suggèrent qu'ils ont signé sous la contrainte, ai-je expliqué. Meredith a haussé un sourcil. Ont-ils été physiquement menacés? Contraints d'une manière ou d'une autre? Non, bien sûr que non. Ils avaient besoin d'argent pour éviter la saisie. J'ai proposé d'aider. Ils ont accepté. Ce n'est pas de la contrainte, m'a-t-elle assuré. C'est un membre de la famille qui offre une assistance lors d'une urgence financière. Le fait qu'ils aient effectué des paiements réguliers pendant près de 3 ans établit davantage leur compréhension qu'il s'agissait d'un prêt avec des attentes de remboursement. Sa confiance était rassurante. Alors, que recommandez-vous? Compte tenu de la dynamique familiale que vous avez décrite, je suggère que nous commencions par une lettre de mise en demeure formelle. Cela établit une trace écrite et démontre que vous êtes sérieuse quant au recouvrement des fonds. Souvent, cela suffit à inciter au paiement sans autre action en justice. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de tristesse et de détermination. Et s'ils ne répondent pas, alors nous discuterons des prochaines étapes, qui pourraient inclure le tribunal des petites créances ou un litige civil, selon votre préférence. Mais commençons par la lettre et voyons ce qui se passe. 2 jours plus tard, j'ai approuvé la version finale de la lettre de mise en demeure. C'était professionnel et direct, décrivant les conditions du prêt, notant les paiements manqués, et demandant que le compte soit mis à jour dans les 30 jours pour éviter toute action en justice supplémentaire. L'assistante de Meredith a notarié la lettre avant qu'elle ne soit envoyée par courrier recommandé, nécessitant une signature à la livraison. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait d'établir des limites et de refuser d'être manipulé ou rejeté. En attendant une réponse, je me suis concentré sur les domaines de ma vie qui m'apportaient joie et épanouissement. Ethan et moi avons continué la chasse à la maison, trouvant un bungalow prometteur de 3 chambres dans un quartier avec d'excellentes écoles. Au travail, le programme de défense des patients gagnait du terrain, l'administration de l'hôpital allouant des ressources supplémentaires en fonction de nos succès initiaux. 3 jours après la livraison de la lettre de mise en demeure, les textos et les appels ont commencé, non seulement de mes parents, mais aussi de membres de la famille élargie. Ma tante Patricia, dont j'avais rarement des nouvelles, Diana est absolument dévastée par ta lettre. Quel genre de fille engage un avocat contre ses propres parents? Mon oncle Gérald, ton père a aidé à payer ton école d'infirmière. Comment peux-tu être si ingrate? Mon cousin Derek, toute la famille parle de ça. C'est embarrassant pour tout le monde. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, les reconnaissant comme des singes volants envoyés pour me faire pression afin que je me conforme. Le docteur Bennett m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Lorsque vous changez la dynamique en fixant des limites, ceux qui ont bénéficié de l'ancien système travailleront dur pour vous y ramener, avait-elle expliqué. Leur inconfort n'est pas votre responsabilité à réparer. Une semaine après l'envoi de la lettre, Grace m'a appelé directement. C'était inhabituel. Nous communiquions généralement par le biais de textos de groupes familiaux ou lors de rassemblements obligatoires. Nous devons parler de cette situation, a-t-elle commencé, sa voix tendue par une colère contenue. As-tu une idée de ce que tu fais à la réputation de ta famille? Quelle partie de ma famille, ai-je demandé? La partie qui a manqué mon mariage pour des vacances, ou la partie qui s'attend à ce que je soutienne financièrement le mode de vie de mon frère?
Ne sois pas mesquine, a-t-elle claqué. Thomas et moi avons certaines obligations, des engagements sociaux, une position à maintenir. Tes parents comprennent cela d'une manière que tu ne comprends manifestement pas. Tu as raison, ai-je convenu, la surprenant par un silence momentané. Je ne comprends pas qu'on donne la priorité à la position sociale sur le respect fondamental et l'honnêteté. Je ne comprends pas qu'on manque le mariage d'une fille pour des vacances à la plage. Et je ne comprends certainement pas qu'on emprunte de l'argent sans intention de le rembourser. Personne n'a rien dit sur le fait de ne pas le rembourser, a riposté Grace. Tes parents ont juste besoin de flexibilité en ce moment parce qu'ils nous aident. Et pourquoi est-ce mon problème? Elle a soupiré dramatiquement. Parce que nous sommes une famille, Autumn. La famille prend soin les uns des autres. Exactement, ai-je dit. Alors, quand prévoyez-vous de prendre soin de moi? Quand mes besoins compteront-ils pour l'un d'entre vous? Après une longue pause, la voix de Grace est devenue froide. J'ai toujours dit à Thomas que tu avais une dent contre nous. Cela le prouve. Ta jalousie détruit cette famille. Non, les jeux corrigés. Votre sentiment que tout vous est dû, et le favoritisme de mes parents, ont fait ça il y a longtemps. Je ne fais que le reconnaître enfin. Après avoir raccroché, j'ai transféré tous les messages que j'avais reçus à Meredith, qui a conseillé de tout documenter, mais de continuer à éviter tout engagement direct. Laissez le processus juridique fonctionner, a-t-elle conseillé. Les arguments émotionnels ne font qu'embrouiller le problème. 2 semaines après avoir reçu la lettre de mise en demeure, mon père a finalement répondu, non pas à moi, mais à Meredith. Son email était un mélange d'indignation et de menaces vagues sur des affaires familiales qui devraient rester privées, et des conséquences potentielles sur l'héritage d'Autumn. Meredith a transféré son message avec une note, cela renforce en fait notre position. Il ne nie pas que la dette existe. Il essaie juste de vous faire pression par d'autres moyens. Pendant ce temps, ma mère a lancé une campagne plus subtile. Elle a commencé à publier de vieilles photos de famille sur les réseaux sociaux. Toujours celles qui m'incluaient. Toujours avec des légendes comme les jours où la famille signifiait tout me manque ou rien de plus précieux que l'amour d'une fille. La tentative transparente de se présenter comme la mère blessée et moi comme la fille ingrate aurait pu fonctionner autrefois, mais la thérapie et la distance m'avaient donné de la clarté. Ces publications ne concernaient ni l'amour ni la réconciliation. Elles visaient à contrôler le récit et à sauver la face. 3 semaines après la lettre de mise en demeure, alors que la date limite approchait, j'ai reçu un texto de mon père, nous devons nous rencontrer, tous. Cela a assez duré. Après avoir consulté Meredith et le docteur Bennett, j'ai accepté une réunion dans un lieu neutre, une salle privée dans un restaurant local. Avec des conditions, Ethan m'accompagnerait. La réunion ne durerait pas plus d'1 heure. Et il n'y aurait aucune discussion sur le retrait de la demande légale. Mon père a accepté ces conditions à contre-cœur, et la réunion a été fixée pour le samedi après-midi suivant. Alors qu'Ethan et moi conduisions vers le restaurant, il s'est penché et a serré ma main. « Souviens-toi, a-t-il dit, tu n'es plus la même personne qu'il pouvait manipuler avant. Tu es plus forte maintenant. » J'ai hoché la tête, puisant du réconfort dans sa confiance en moi. Je veux juste que ce soit résolu pour que nous puissions avancer dans nos vies. Quoi qu'il arrive là-dedans, m'a assuré Ethan, nous avançons déjà. Ils ne peuvent pas te prendre ça, à moins que tu ne les laisses faire. Fortifié par ces mots, je suis entré dans le restaurant, prêt à affronter ma famille et à rester ferme dans ma vérité, peu importe comment ils essayaient de la tordre. La salle à manger privée du Riverside Grill semblait trop petite pour la tension qu'elle contenait. Mes parents étaient assis d'un côté de la table, Thomas et Grace de l'autre. Ethan et moi avons pris le côté restant, créant un triangle de forces opposées. Mon père a parlé, son personnage d'homme d'affaires fermement en place. Cette réunion vise à trouver une résolution qui convient à tout le monde. L'avocat était inutile et incendiaire. Je ne suis pas d'accord, ai-je répondu calmement. J'ai essayé d'en discuter directement avec vous deux. Vous avez rejeté mes inquiétudes et nié l'existence d'un prêt que nous savons tous être réel. Nous n'avons jamais nié, a commencé ma mère. Mais je l'ai coupé en faisant glisser des copies des emails de mon père sur la table. Vous avez suggéré que je vous avais contraint à signer. Vous avez laissé entendre que l'accord était invalide. Vous l'avez appelé un cadeau après 3 ans de paiement régulier. Si ce n'est pas un déni, je ne sais pas ce que c'est. Thomas s'est penché en avant, son expression sévère. Autumn,
tu dois comprendre la pression sous laquelle nos parents sont en ce moment. La restructuration de mon entreprise a créé des problèmes temporaires de trésorerie, et il nous aide à combler l'écart. Je comprends parfaitement, lui ai-je assuré. Ce que tu ne comprends pas, c'est que leurs choix financiers ne sont pas ma responsabilité, et les tiens non plus. Alors, tu préférerais voir ta nièce et ton neveu souffrir, a interjeté Grace, sa voix dégoulinant de jugement. Ethan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Personne ne souffre ici, à part Autumn, qui a été constamment dévalorisé par cette famille. Vos enfants vont dans une école privée. Vous vivez dans une maison à $1 million. Vous avez pris des vacances de luxe à Hawaï au lieu d'assister à notre mariage. Votre définition de la souffrance est la définition du privilège pour la plupart des gens. Le visage de mon père a rougi. Vous n'avez aucun droit de nous parler de cette façon. C'est une affaire de famille. Ethan est ma famille, ai-je dit fermement. La famille que j'ai choisie. La famille qui est présente pour moi. Nous avons toujours été là pour toi, a insisté ma mère, les larmes aux yeux. Nous t'avons soutenu à travers tout. Quand ai-je défié? Quand m'avez-vous déjà donné la priorité sur Thomas? Quand avez-vous déjà célébré mes réalisations sans les comparer aux siennes? Quand avez-vous déjà respecté mes choix? La pièce est devenue silencieuse alors que mes questions flottaient dans l'air. Finalement, Thomas a parlé, sa voix inhabituellement modérée. Qu'est-ce que tu veux dire par ils t'ont emprunté de l'argent? Je me suis tourné vers lui avec surprise. Les $25 000 que je leur ai prêtés il y a 3 ans, quand ils faisaient face à la saisie. C'est de cela qu'il s'agit dans toute cette situation. Thomas avait l'air sincèrement confus. Tu leur as prêté $25 000. Je ne savais pas ça. Ils m'ont dit qu'ils t'avaient demandé, ai-je dit lentement, mais que tu ne pouvais pas aider à cause de tes dépenses. L'expression de mon frère est passée de la confusion à la colère, en se tournant vers nos parents. Vous m'avez dit que vous aviez pris un prêt sur valeur domiciliaire. Vous n'avez jamais rien dit sur le fait d'emprunter à Autumn. Mes parents ont échangé un regard qui a tout confirmé. Ils nous avaient menti à tous les deux, me disant qu'ils avaient approché Thomas, et lui disant qu'ils avaient obtenu un financement bancaire. Nous ne voulions pas t'inquiéter, a dit mon père à Thomas. Tu gérais les problèmes scolaires d'Emma à l'époque. Alors, vous avez emprunté à Autumn à la place. Sur un salaire d'infirmière? Thomas a secoué la tête avec incrédulité. Et maintenant, vous utilisez l'argent que vous êtes censé lui rembourser pour m'aider. C'est compliqué, a dit ma mère faiblement. Non, a riposté Thomas. Ce n'est pas compliqué du tout. C'est mal. La révélation a changé toute la dynamique dans la pièce. Pour la première fois, Thomas voyait le favoritisme de nos parents de l'extérieur, et en reconnaissait l'injustice. Vous auriez dû me le dire, a-t-il continué. Je n'aurais jamais accepté votre aide si j'avais su que cela se faisait aux dépens d'Autumn. Mon père a tenté de reprendre le contrôle de la conversation. Le fait est que nous devons trouver une solution qui convient à tout le monde. Peut-être un calendrier de paiement révisé. Le fait, ai-je interrompu, c'est que vous avez emprunté de l'argent avec des conditions de remboursement spécifiques. Vous avez manqué plusieurs paiements. Et au lieu d'honorer votre obligation, vous avez essayé de me manipuler et de me faire douter de ma santé mentale pour que j'oublie tout ça. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Ce qui n'est pas juste, a dit Ethan doucement, c'est de manquer le mariage de sa fille et de s'attendre ensuite à ce qu'elle finance vos choix de vie. La réunion s'est poursuivie pendant encore 30 minutes tendues. Progressivement, alors que Thomas continuait de se ranger de mon côté plutôt que de celui de nos parents, leur position s'est affaiblie. À la fin, mon père a accepté de reprendre le calendrier de paiement initial et de rattraper les paiements manqués dans les 60 jours. Je vais le mettre par écrit, a-t-il dit avec raideur, sa fierté clairement blessée. Ce serait le mieux, ai-je convenu, maintenant la distance professionnelle qui semblait être la seule façon saine d'interagir avec eux. Alors que nous nous préparions à partir, Thomas m'a pris à part. Je n'avais aucune idée, a-t-il dit, sa voix basse, du prêt, ou de tout ça en fait. La façon dont ils t'ont traité, le mariage, tout ça. J'ai étudié le visage de mon frère, y voyant un regret sincère. Je te crois, ai-je dit finalement. Mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Non, a-t-il convenu. C'est vrai. Mais peut-être que cela peut changer ce qui se passera ensuite. Au cours des semaines suivantes,
mes parents se sont conformés aux conditions que nous avions convenues. Les paiements manqués ont été déposés et les paiements mensuels réguliers ont repris. Mon père a envoyé toute communication par l'intermédiaire de Meredith, maintenant un ton froidement professionnel qui était en fait un soulagement après des années de manipulation émotionnelle. Thomas, étonnamment, a commencé à me contacter indépendamment. D'abord avec de brefs textos pour prendre des nouvelles. Puis avec une invitation pour Ethan et moi à le rencontrer, avec Grace et les enfants, pour le déjeuner. Le déjeuner était maladroit mais civil, Thomas faisant un effort notable pour poser des questions sur mon travail et nos recherches de maison. Alors que l'argent du prêt remboursé s'accumulait sur notre compte, Ethan et moi avons pris une décision. Plutôt que de l'utiliser pour nous-mêmes, nous avons créé un fonds de bourse d'études pour les étudiants en soins infirmiers, en nous concentrant sur la défense des patients. Il semblait juste de transformer l'argent qui avait causé tant de douleur en quelque chose qui créerait des opportunités et de la guérison. 3 mois après notre réunion de famille conflictuelle, nous avons conclu l'achat de notre nouvelle maison, un charmant bungalow de 3 chambres avec une cour clôturée, parfaite pour les enfants que nous espérons avoir un jour. Alors que nous installions nos meubles et commencions à faire de la maison la nôtre, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Nous construisions notre vie selon nos conditions, libérés du poids des attentes et des obligations qui ne m'avaient jamais servi. Ma relation avec mes parents a évolué vers quelque chose que je n'avais jamais prévu, une connexion limitée, aux limites soigneusement définies, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'enchevêtrement émotionnel. Ils n'ont pas été invités à notre pendaison de crémaillère, mais ils ont envoyé une carte, un petit geste qui aurait été anodin venant de n'importe qui d'autre, mais qui représentait un progrès significatif de leur part. De son côté, Thomas a entamé le lent processus d'examen de son propre rôle dans le dysfonctionnement de notre famille. Lors d'une rare rencontre autour d'un café, juste entre nous deux, il a admis « Je ne me suis jamais demandé pourquoi j'avais toujours plu. C'était plus facile de croire que je le méritais d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que fonctionne le privilège, lui ai-je dit. Il est invisible pour ceux qui l'ont. » Il a hoché la tête lentement. J'essaie de faire mieux avec Emma et Liam, en m'assurant qu'ils comprennent que la valeur ne se mesure pas par la réussite ou le statut. C'était un début. Pas exactement le pardon, mais une ouverture pour que quelque chose de nouveau grandisse. 6 mois après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. La joie qu'Ethan et moi avons ressentie était compliquée par des questions sur la façon d'impliquer ma famille. Après de nombreuses discussions et consultations avec le docteur Bennett, nous avons décidé de fixer des limites claires. Ils pourraient être grands-parents, mais seulement s'ils respectaient nos décisions parentales et nous traitaient avec un respect constant. Notre enfant ne se sentira jamais classé ou valorisé en fonction de ses réalisations, ai-je dit à mes parents lorsque nous avons partagé la nouvelle. Il sera aimé inconditionnellement, exactement tel qu'il est. Ma mère a semblé sincèrement émue par cela. Je veux faire mieux, a-t-elle dit doucement. Avec votre enfant, avec toi. Des actions, pas des mots, lui ai-je rappelé. C'est ce que je surveillerai. Lorsque notre fille Lily est née le printemps suivant, mes parents ont attendu d'être invités à visiter, plutôt que de supposer qu'ils avaient le droit d'être là. Ils ont apporté des cadeaux modestes et attentionnés, au lieu des étalages extravagants qu'ils avaient montrés avec les enfants de Thomas. De petits pas, mais significatifs. Le plus grand cadeau de ce voyage difficile a été la liberté de définir la famille selon mes propres termes. Les parents d'Ethan continuent d'être une bénédiction dans nos vies, montrant à Lily à quoi ressemble l'amour inconditionnel des grands-parents. Mes collègues de l'hôpital, en particulier Barbara, qui est devenue la grand-mère honoraire de Lily, créent une communauté de soutien et d'appartenance. Et Riley, qui m'a soutenu à travers chaque défi, est maintenant la marraine de Lily et mon amie inébranlable. Tu m'as appris ce que signifie se défendre, m'a-t-elle dit récemment. Ta fille a de la chance d'avoir cet exemple. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mes parents. Certaines blessures guérissent complètement. D'autres laissent des cicatrices qui changent notre façon d'avancer dans le monde. Ce que je sais, c'est que j'ai brisé un cycle qui aurait pu se poursuivre pendant des générations. Ma fille grandira en sachant que sa valeur inhérente ne dépend pas de la comparaison ou de la compétition. Elle ne sera jamais au bas de quoi que ce soit, surtout pas de l'amour de sa famille. Si vous regardez ceci, et que vous luttez avec des dynamiques familiales qui diminuent votre valeur, sachez, s'il vous plaît, que vous méritez mieux. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour votre bien-être. Et parfois, la famille que vous créez par choix et par amour est plus nourrissante que celle dans laquelle vous êtes né.
J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui vous tenaient pour acquis? Comment avez-vous trouvé le courage de vous valoriser quand les autres ne le faisaient pas? S'il vous plaît, aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de trouver de la force à travers des situations familiales difficiles, et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Merci de faire partie de mon voyage et rappelez-vous, vous êtes digne de respect, peu importe ce que quiconque pourrait dire.